Allez, Jonathan Kalumba est avec nous, coordinateur du RNGC, Rassemblement de la Nouvelle Génération pour le Congo, mais aussi coordonnateur principal du mouvement des Congolais nationalistes unifiés. Bonsoir, merci Bonsoir, en tout cas d'avoir Gaëtan. répondu si rapidement à notre invitation. Exactement. C'était hier simplement et vous êtes venu. Je suis très ravi de vous retrouver encore. C'était un grand plaisir de te rencontrer et de partager avec toi. Alors, vous avez publié des tweets avec des mots très forts. On va commencer par les analyser. Il y a des Congolais qui nous suivent. Et on comprend que vous êtes de la société civile, mais vous êtes un peu pro-opposition contre à la fois le processus référendaire, donc le changement de la Constitution. Mais je voudrais que vous nous expliquiez un peu ce que vous avez voulu dire par ceci. La guerre ou le dialogue? Le choix plutôt est désormais devant nous. Soit la voie de la paix et de la responsabilité, soit celle de la rupture et de la confrontation. Quand le dialogue échoue, l'histoire nous rappelle que les conséquences peuvent être très lourdes. Est-ce que nous sommes arrivés à une situation où c'est plus possible d'avoir un dialogue? C'est la voie de la confrontation qui se présente à nous. Si oui, comment? Déjà, il faut faire une lecture objective de la situation politique de notre pays, le contexte politique à laquelle nous nous trouvons. C'est que le pays est dans une phase où il y a un grand dilemme, où il y a déjà une fissure dans le cadre de la cohésion nationale. Il y a déjà une séparation sur les discours qui se tiennent dans la classe politique. Alors, qui envenime la situation, en fait? Qui exacerbe les choses? Est-ce le discours, j'ai recevé tout à l'heure Garbigana qui a dit que ce sont les communicateurs. Est-ce le président de la République lui-même? Ou peut-être encore l'opposition qui n'exploite pas bien les mots, les choses? Bon, moi, je pense qu'aujourd'hui... Ou ceux qui ont pris les armes aussi? Nous sommes dans une logique où tout le monde est en train de défendre sa position. Et dans les positions de toutes les composantes que je vois, je ne sens pas réellement l'intérêt de la population congolaise. Parce que la population ne demande que la paix. La population ne demande que de vivre la quiétude. La population ne demande que de sentir justement l'impact social et économique dans son quotidien de tous les jours. Ce qui n'est pas justement senti dans les discours qui sortent aujourd'hui dans la classe politique. Ce qui concerne aujourd'hui la classe politique, c'est le pouvoir pour le pouvoir, la manipulation des textes à la guise de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, en prétextant aujourd'hui même qu'ils peuvent se substituer en constituante originaire sans pour autant avoir eu le mandat du peuple. On va aller consulter il y aura une constituante, c'est vrai, et puis il y aura le constituant originaire qui va être consulté par après. Mais c'est déjà qui la constituante? La constituante, je sais pas, qu'est-ce qu'on met dedans? On met des experts, des personnalités. Mais qui leur a donné le pouvoir d'être cette constituante? On va réfléchir, je sais pas moi. On y met les députés, les sénateurs. Ils sont à un certain niveau, soit des représentants du peuple déjà. Ils ont une certaine forme de légitimité. Des personnalités viendront peut-être pour donner des éclairages d'ordre scientifique et autres. La légitimité, il le tire de la Constitution de 2006. La légitimité de quoi? De la constituante? La légitimité de cette représentation en tant qu'élu du peuple. Ah, d'accord. En tant que représentation institutionnelle de la République. Il le tire de cette Constitution. Alors, cette Constitution n'a pas prévu les mécanismes de son changement. Donc, la constituante en question sera illégitime et illégale. Illégitime et illégale parce que c'est une constituante qui n'a pas réellement une légalité et une légitimité. Mais sa légitimité... Parce qu'elle tire sa légitimité sur la Constitution qui prévoit justement les prérogatives qui sont reparties et qui leur sont attribuées par la Constitution. Et parmi ces prérogatives, il n'y a pas le changement. La mission de changer la Constitution. Mais, et si on se disait alors que ceci, si on réfléchissait autrement, leur légitimité peut être validée a posteriori, si et seulement si le constituant primaire, ça veut dire le peuple, voter favorablement pour le projet de constitution qui va leur être proposé. Est-ce que le peuple l'a d'abord déjà demandé? Mais comment le savoir si on ne le consulte pas? Non, aujourd'hui nous devons intérioriser le principe de ne pas manipuler le texte. Parce que tout le monde, ça deviendra une habitude des gens qui, quand ils arrivent au pouvoir, même toi, Gaëtan, demain, tu arrives, tu dis, voilà, moi aussi, je peux m'autoriser, en partant de l'article 5 ou peut-être de l'article qui autorisera la souveraineté du peuple à la prochaine constitution,
à la prochaine constitution, de changer aussi cette constitution-là parce que toi, ça ne t'arrange pas. Aujourd'hui, la culture démocratique doit s'intégrer. Mais la souveraineté du peuple, c'est une valeur intrinsèque de, de toutes les démocraties, non? Bien sûr, oui. Bien évidemment, mais c'est pas pour rien que la constitution encadre les limitations de pouvoir. Dans son article 220... Le pouvoir dérivé, mais pas du pouvoir du peuple. Non, mais le pouvoir du peuple aussi encadré, parce que le peuple... Si vous encadrez le pouvoir du peuple, on est où là finalement? Mais comment on ne pas pouvoir encadrer le pouvoir du peuple? Parce que si nous ne l'encadrons pas, qui va encadrer le pouvoir 220 du Celui à qui le peuple donne le pouvoir. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, toi et moi, on peut se réveiller demain, puisque nous sommes à la tête du pays, où nous sommes au pouvoir, de changer aussi la constitution au nom du peuple. Non, parce que ce n'est pas ce même peuple-là qui rédige la constitution. Ouais. Le peuple ne rédige pas la constitution. La constitution est rédigée par des experts. Ouais. Et ces experts nous présentent des textes sur base de leur expertise par rapport aux notions de droit, aux notions de constitution, et ils le présentent au peuple qui vote par référendum. Mais nous avons déjà fait cet exercice en 2006. Et le peuple s'est déjà prononcé en 2006, et s'est prononcé tout en accentuant sur l'article 220 pour limiter certaines matières qui sont intangibles. Mais pas se limiter lui-même. Est-ce que le peuple a limité? Le peuple ne se limite pas, mais peut-être le pouvoir dérivé, mais pas, il ne s'est pas limité lui-même. La Constitution a prévu ce mécanisme, justement, dans certaines matières qui peuvent autoriser ce référendum. Oui. Et qui sont réellement définis par la Constitution. Mais je ne suis pas juriste pour entrer dans ces débats. Nous allons dans les questions parce que bon sens. Vous avez un rôle, vous, de la société civile aussi. C'est le rôle peut-être d'informer, de sensibiliser ceux qui nous suivent. Parce que le débat semble être vraiment un débat très scientifique, de haute portée. Il faut le ramener au niveau où tout le monde comprendra. Mais c'est que les gens peuvent comprendre, la population ou le peuple peut se dire que, puisque nous avons voté une constitution en 2005, on peut voter une autre constitution en 2026, 2027, 2028. Il faut appréhender le chose dans le cadre d'une offre politique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si la question de la Constitution, en soi, cette question ne peut même pas se poser aujourd'hui, puisque Goma et Bukavu est occupée. Et cette Constitution sur laquelle nous reposons nos prérogatives en tant que souverain primaire, peuple souverain, en son article 5, ne nous permet pas, cette Constitution-là même ne nous permet pas de modifier ou de porter une révision constitutionnelle pendant que le pays est en guerre. C'est l'article 219, si je ne me trompe pas. Pendant que le pays est en guerre, pendant l'état des sièges et pendant certaines dispositions qui ne permettent pas. L'état de guerre, je ne sais pas si je dis pas des bêtises là, la guerre n'a pas été décrétée, déclarée. Nous sommes dans une situation de crise dans une guerre factuelle, mais dans une guerre qui est constatable, mais c'est pas une guerre. Mais est-ce que c'est pas une guerre? Est-ce qu'une partie du pays n'est pas occupée? Oui. Vous voulez me dire aujourd'hui que nous allons organiser un référendum sans qu'une frange de la population de l'Est ne puisse participer à cette initiative. D'autant plus que déjà c'est une initiative aujourd'hui que je trouve sur le changement de la Constitution une initiative illégale. Parce que l'on ne peut pas changer cette Constitution et l'article 220 l'interdit même au souverain primaire qui est le peuple. Jonathan Kalumba, il y a le personnage, ce scientifique, on parle souvent du processus de référendum et autres, mais on ne parle pas de son initiateur, le professeur Paul Gaspard Ngondankoy. Est-ce que c'est un vrai scientifique, puisqu'il se présente comme quelqu'un qui a une doctrine, qui veut faire valoir, quelqu'un qui vient combler un vide juridique, parce que depuis 2005, on n'a pas eu de loi sur le référendum. C'est vraiment un scientifique qui apporte sa pierre à l'édifice ou un opportuniste politique? Cette loi référendaire doit rester dans le cadre constitutionnel. Donc c'est pas une mauvaise loi. Je pense que... Je parle du professeur lui-même, en quelque sorte. C'est réfléchi par quelqu'un, par une personne. Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus... cette initiative est beaucoup plus portée dans le sens d'une opportunité politique. C'est pas scientifique, c'est pas juridique. Dans un cadre scientifique ou à l'intérêt du peuple, parce que le peuple n'a en pas de soi couleur politique, ne demande pas. C'est un pas... député national et je pense qu'il réfléchit en tant que politique. Mais il y a un vide juridique qu'il fallait combler quand même. Non, nous n'interdisons pas de combler un vide juridique, mais il faudrait que ce vide juridique respecte la Constitution. Nous ne pouvons pas tenir un discours qui rentre déjà dans l'illégalité de cette même Constitution. Est-ce que la Constitution a prévu le changement, son propre changement? La Constitution ne l'a pas prévu. Et est-ce que la Constitution a prévu à ce qu'on organise une modification, une révision de la Constitution pendant que le pays est en état de guerre ou en état d'urgence?
Ça ne l'autorise pas. Donc je pense que ce débat n'a même pas lieu d'être dans un sens logique de moralité et de décence et de respect même à ceux-là qui sont à l'est du pays. Nous devons aujourd'hui assumer notre responsabilité. Ou nous décidons de faire la guerre pour récupérer ces territoires, qui est une obligation aujourd'hui de par l'héritage que nous avons reçu de pères fondateurs, ou nous faisons le dialogue. Dans un cadre consensuel, il n'y a que deux voies. Oui, faire la guerre pour récupérer les territoires ou dialoguer. Exactement. Alors, comme la guerre... Dialoguer, c'est la diplomatie, quoi. Exactement. Comme la guerre a des conséquences que l'on ne sait pas maîtriser, nous privilégions toujours le cadre de concertation, le dialogue qui peut permettre à ce que toutes les questions de la vie nationale soient examinées avec beaucoup de responsabilité et beaucoup de cohésion nationale et de responsabilité dans la logique républicaine. Et même si la question de la Constitution sera abordée, je pense que cette Constitution est née d'un consensus entre fils et filles du pays à Sun City. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il faudrait aborder une question de changement de la Constitution, puisque ce n'est pas formulé dans un cadre juridique et constitutionnel, je pense que le changement peut intervenir dans une logique politique qui sera incitée par le dialogue Alors, le national. rapport de force politique, même en incluant la société civile, balance plutôt du côté d'un changement, puisqu'on a les églises de réveil qui sont pour, l'église protestante n'est pas totalement contre, l'église catholique va se prononcer. Quel est, d'après vous, quel devrait être normalement votre rôle? Je reviens sur cette question. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le rôle de la société civile indépendante, il faudrait aussi nuancer, parce que nous sentons quand même une certaine orientation partisane de certaines tendances de la société civile que nous déplorons aujourd'hui, parce que le peuple n'a que cette voix qui peut aujourd'hui de manière objective analyser avec beaucoup de froideur et dire les choses de manière pédagogique pour le faire comprendre au peuple. Et sans aucune indépendance politique ou sans aucune dépendance politique ou orientation partisane, aujourd'hui la responsabilité de la société civile est d'éveiller les consciences de la population, à prendre ses responsabilités et à dire non à toute manipulation qui peut aller à l'encontre de son avenir et à l'avenir des générations futures. Aujourd'hui, le pays a besoin de vision, le pays a besoin d'offres politiques, le pays a besoin de projets, parce qu'à l'échelle internationale, nous sommes dans une compétition d'intelligence et la RDC a plus d'1 siècle de retard que nous devons rattraper. Wow. Heureusement qu'on a des minerais stratégiques, hein. Ça peut aller vite. Il y a l'accord de Washington aussi. Il faudrait qui peut booster l'économie. Il faudrait encore le transformer. Vous n'en parlez pas souvent, en une prospérité nationale. Bah oui, c'est ce qui sera fait avec Félix Tshisekedi, bien évidemment. Il était à Houston. On en parle. Il me reste 2 questions. Et puis, on va voir les images de votre dernier rassemblement avec les membres de votre organisation. Comment avez-vous interprété le discours du chef de l'État à l'issue du match nul entre le Portugal et la RDC? Mais bon, la diaspora, bien évidemment. Bien sûr, je comprends qu'aujourd'hui, la situation peut frustrer, la situation peut énerver, la situation peut aujourd'hui nous pousser à dire certaines choses, mais en tant que républicains, nous devons toujours privilégier cette courtoisie, même au niveau de langage que nous devons tenir au niveau de la classe politique, parce que nous finirons toujours par nous mettre autour d'une table pour trouver des solutions à nos problèmes. Alors aujourd'hui, je pense que dans le cadre même de l'éducation des générations futures, de la façon dont les générations futures sont en train de faire une lecture de la classe politique, il est responsable aujourd'hui de leur montrer une voie qui ne va pas ramener le pays dans une division, mais au contraire, renforcer, consolider la cohésion nationale. Vous l'avez dit même sur un de vos tweets, vous l'avez dit, je l'ai perdu, attendez, je retrouve vite. Vous dites que la classe politique, alors c'est où vous parlez de la classe politique, vous dites qu'elle ne reflète pas, en tout cas, les aspirations de la population. C'est dans cet ordre-là, justement. Exactement, parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas comprendre comment s'est fait-il que cette même classe politique qui avait eu la chance aujourd'hui de mettre notre pays sur les rails à peu plus de 20 ans, aujourd'hui, les mêmes crises que nous avons rencontrées aux années 1997 jusqu'en 2003-2004 avec la transition de Sun City, nous le retrouvons encore aujourd'hui en 2026, alors que les enjeux internationaux nous imposent de nous concentrer
sur cette compétition d'intelligence et de renforcer nos capacités dans la recherche et l'innovation pour permettre à notre pays de se donner une chance de développement. Et aujourd'hui, je pense que ce n'est pas une priorité de cette classe politique, et cette classe politique n'offre pas une vision claire qui peut ramener le pays à son développement. Alors, dernière question, quels sont les différents, les possibles scénarios auxquels on peut assister dans les jours à venir avec la mobilisation de l'opposition? Est-ce qu'elle est capable de se faire entendre, justement? Aujourd'hui, je pense que l'opposition est une posture légalement reconnue par la Constitution. Ils ont le droit de manifester en tout respect de la Constitution et de la loi de la République. Je pense qu'il est important de leur laisser cette liberté de manifester, de faire entendre leur voix, et le peuple tranchera et décidera de son avenir. Alors, il y a les images qu'on va voir finalement de vous, avec des jeunes, avec la régie justement qui va nous balancer ces vidéos rapidement. Jocelyn, c'était déjà en background là, j'avais vu. Voilà, c'était à quelle occasion? On va profiter de parler de vous, hein, parce que on vous voit souvent comme ça, mais vous êtes responsable de plusieurs mouvements citoyens. Je sais pas pourquoi, c'est pas politique déjà. Jonathan, que faites-vous maintenant ces derniers jours? Écoutez, ça c'est le mouvement des Congolais nationalistes. On était dans le cadre de notre assemblée générale pour préparer justement le 5e anniversaire du mouvement depuis 2021. Et ça nous a permis aujourd'hui de nous donner aussi une idée et une position claire sur la situation du pays que nous avons présentée lors de cette assemblée générale et voir comment consolider nos troupes à affronter les enjeux politiques qui sont en train de venir et à jouer réellement notre rôle de société civile pour que le peuple puisse quand même sentir son intérêt dans la démarche politique. Jonathan Kalumba, notre deuxième invité, le dernier Skin Direct. Merci encore une fois. Merci beaucoup mon frère Gaëtan. Merci à vous aussi pour votre attention. Merci à mon équipe ici, à Josué Ilunga Chimpaka. Merci à Isocé Le Samo, merci à Jocelyn Tumba, merci à Dédé Sansois et enfin merci à Moïse, notre grand technicien. Au revoir.